Bonjour, bienvenue à On Jase, programme chargé aujourd'hui parce qu'on a Marc Denis et Guy Boucher. Déjà là, c'est une bonne raison. Et ce soir, il y a le match des Flames de Calgary face aux Canadiens dès 21h sur RDS. On va mettre la table, entre autres, avec Marc Denis. Martin Gérard dit, depuis qu'ils font la paire, peut-on considérer le duo Weber et Weber? Weber et Charrot. Ah, mon Luc, parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Sébastien Busson dit comment Carey Price aide ses coéquipiers à relancer l'attaque. On va parler avec Marc également. Et Yannick Saint-Denis dit peut utiliser lors des 3 derniers matchs. Pourquoi Ryan Poehling n'est pas à Laval? Ça aussi, on va en parler dans On Jase dans 2 minutes. Bonjour et bienvenue à On Jase. Luc qui en prend une pour l'équipe. Toujours. Toujours là pour en prendre une pour l'équipe. Comment ça va, Martin? Ça va bien, toi? Ça va bien. C'est frisquet. Fait qu'on a mis notre petit chandail de laine un peu. Il est chaud, ce chandail-là. Mais c'est ça. J'espère à Calgary. On va parler à Marc tantôt. Là. Je sais pas si à Calgary, il fait froid. Sûrement pas comme ici à Montréal. C'est moins 20. Et j'ai entendu ce matin, Rouen, moins 37, c'était ressenti ou quelque chose comme ça. Ça, c'est froid en temps. Ben, à Calgary, il fait 0. C'est beaucoup plus chaud à Calgary qu'à Montréal. C'est rare, mais ça, hein? Absolument. Absolument. Je peux te dire une affaire, le gars qui se promène en voiture électrique, une demi-pile ce matin pour revenir en ville. Ah! L'auto n'a pas aimé ça. Non, je te l'annonce. Non, j'imagine que non. Elle n'a pas aimé ça du tout. Donc, Guy Boucher sera avec nous au courant de l'émission. On va parler de plein de sujets ensemble. D'ailleurs, si vous avez des questions pour coach Guy Boucher, vous ne vous gênez pas sur notre page On Jase sur rds.ca. Et c'est la même chose pour Marc Denis qui sera avec nous en préparation de ce match canadien-Flames. 1 heure plus tôt que mardi. Donc, 21h sur RDS. Puis je pense que j'ai vu qu'il y avait des émissions d'avant-match. Les Sénateurs jouent ce soir contre Nashville. Je pense que ce sera à RDS2. Oui. Donc, vous aurez un antichamp et un avant-match, je pense, avant le match. On pourra y demander. Marc, salut. Salut, vous autres, comment ça va? Ça va bien. Tu vas avoir un avant-match ce soir? Oui, il y a un avant-match de 1 heure, je pense, ce soir. Oui, absolument. Avant la rencontre contre les Flames, il me semble que c'est ça, Martin. T'es fort, toi. T'es allé à Calgary, il fait 0. Normalement, c'est plus froid qu'ici. Ici, c'est moins 20 aujourd'hui. Fait que bon calme, mon Marc. Oui, j'ai entendu parler un peu. Oui, c'est ça, on cherchait la chaleur, on s'est emmené à Calgary. C'est moins 1 aujourd'hui. Ouais, c'est moins 1-0 dans ce coin-là. Je viens de marcher pour arriver à l'aréna, puis c'est très confortable, on va se le dire. Là, pas mal plus que le moins 30 ressenti qu'il fait à Montréal. C'est clair. OK. J'ai vu les reportages. Premièrement, commençons avec l'important, Marc. J'ai vu que c'était la réunion Pierre-Houd à Calgary. Comment se porte ton bowling? Oh, mon bowling est, disons-le, très moyen. On va se le dire. Ah oui, le team bonding, toi, c'était pas ta force? Ah oui, le team bonding, pas de problème. C'est juste performance bowling, on passe ça. Là. Mais écoute, c'est le fun, c'est plaisant, par exemple. Ça, l'approche des fêtes, on est loin de nos familles aussi. C'est bien correct, c'est le fun. On va en parler tantôt avec Guy Boucher, les trucs de coach pour faire du team bonding. Mais tu as été assez longtemps dans la NHL. Tu as vu les Penguins de Pittsburgh qui ont pratiqué à l'extérieur. Oui, c'est quoi ton meilleur souvenir d'une activité team bonding? C'est sûr que les parties à l'extérieur, pas les parties, mais les pratiques à l'extérieur, c'est le fun. Les marches, les tournois de pool, les tournois de billard, les tournois de bowling. C'est pas mal ça que je retiens, je te dirais. Tu sais, ou encore... Hockey Canada était très fort là-dessus, là, sur le team bonding, là, les exercices pour souder l'esprit d'équipe, connaître un peu mieux tes coéquipiers, parce que tu deviens une équipe très rapidement. Hockey Canada a beaucoup de bons souvenirs. Parle-moi de... Bon, ben, à Calgary, on parle beaucoup de Shea Weber comme candidat Norris. J'en avais parlé peut-être une semaine et demie. Ouais. Puis je le mettais dans le bac avec John Carlson parce que tu peux pas passer à côté avec tous ses points. Et je disais au monde, fiez-vous pas aux points parce qu'Alex Pietrangelo est vraiment un cornerstone pour les Blues de Saint-Louis. Avec Weber, pour moi, c'est mes 3 choix. Victor Edmond, qui a connu un an début de saison, s'en vient de plus en plus. Donc, Weber, pour moi, est un candidat. Et hier, Giordano a dit c'est pas juste le nombre de points que tu fais. Le meilleur défenseur a été considéré également celui qui défend le mieux. Et chez Weber, je joue toujours contre les meilleurs trios adverses et plus 11 cette année. Est-ce que pour toi, il fait partie de la conversation? Ben oui, t'as pas le choix. Mais dans le cas de John Carlson, c'est encore plus là, cette année. Effectivement, c'est peut-être pas au niveau défensif, dans la même phrase que ce que tu viens de mentionner, mais il y a un moment donné où
le nombre de points amassés est assez impressionnant également, puis tu as un impact dans la rencontre. Le cas de chez Weber, ben, tu l'as dit, est au cœur des succès du Canadien parce que lui, il joue constamment contre les meilleurs trios adverses. Il n'y a même pas de question, c'est constamment, c'est à tous les soirs en compagnie de Sherrod. Alors, c'est là où c'est impressionnant, puis de garder un Corsi aussi positif, de garder un plus 11 quand tu regardes chez Weber, ben ça aussi c'est impressionnant pour une équipe là, qui a 38 points à son 35e match. Là, fâchez-vous pas, les auditeurs, là, on demande à vous, en fait, de nous suggérer des questions par rapport à l'émission du lendemain. Puis il y a une question qui nous a été posée. Est-ce que depuis qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils font partie, Sherrod et Weber, des meilleurs duos de défenseurs dans la Ligue nationale? Marc vient de parler de statistiques. J'ai essayé d'avoir un petit peu de statistiques avancées ce matin, Marc, puis malheureusement, j'en ai pas eu avant l'émission. Peut-être que je vais en avoir pendant l'intervention. Mais la question se pose par rapport à tout ce que tu viens de dire. Est-ce qu'ils sont efficaces tant offensivement que défensivement présentement? En fond, la question de l'auditeur, c'est est-ce que si Weber est considéré pour le Norris, est-ce qu'on peut considérer la paire de Weber-Sherrod comme une des meilleures de la Ligue? Exact. Écoute, quand tu regardes le match, c'est sûr que des fois la vitesse va les rendre un peu vulnérables parce que ce ne sont pas des marchands de vitesse, mais ce qui manque en vitesse, ils le compensent par l'intelligence au jeu parce qu'ils sont bien positionnés et qu'ils ont de l'expérience. Ça, c'est clair. Est-ce qu'ils représentent une des meilleures paires? Je te dirais peut-être pas dans le standard 2019, mais pour affronter les meilleurs éléments adverses, je suis obligé de te dire oui. Puis, tu sais, la preuve est quand même là, dans le résultat de la formation depuis qu'ils les ont réunis. Puis moi, j'avais vraiment peur à ce duo-là à l'étranger, qu'on soit en mesure d'exploiter certaines de leurs lacunes, puis c'est pas le cas. Alors, je suis obligé de dire oui, même si, écoute, je pense pas qu'on va les retenir dans l'histoire, la paire Sherrod-Weber, comme une des meilleures de tous les temps. Je veux pas embarquer là-dedans. On faisait des faces avec le Big Three du Canadien quand Petrie jouait beaucoup aussi. Puis là, on disait, tu sais, je veux pas trop m'emballer non plus, là. J'essaie d'être posé dans mes analyses, mais c'est sûr qu'en ce moment, la qualité de hockey que ces deux-là donnent, le premier mois et demi, mettons les 5 premières semaines, on se posait des questions pas un peu sur Ben Sherrod et sa qualité de prise de décision. Là, on ne pose plus cette question-là. On comprend qu'il a trouvé son identité à l'intérieur même du système de jeu ou de la façon de jouer du Canadien. Puis les deux font la paire en ce moment, il n'y a aucun doute. Oui, puis ils vont bien, puis c'est bien correct, mais tu sais, une paire, mettons, actuelle, une des meilleures de la Ligue, puis tu sais, ni un ni l'autre présentement qui est dans la conversation pour le Norris, mais tu sais, je vais prendre une paire Werenski, Seth Jones, Weber, puis Sherrod, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, Werenski et Jones, eux, représentent qu'en 2019, tu cherches avec la mobilité, la première passe, l'appui de l'attaque, puis un gars comme Jones qui est capable de jouer les minutes que Sherrod et Weber jouent en ce moment. Tu sais, puis la raison pour laquelle je ne veux pas m'emballer non plus, moi, là, mon entraîneur de gardien, Rick Wamsey, c'était pas le plus grand techniquement, mais il me disait tout le temps, Marc, tu veux pas être un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale par défaut. Tu veux jouer à tous les soirs parce que tu le mérites. Tu sais, je veux faire attention parce que le Canadien s'est appuyé énormément sur ses 3 vétérans parce que Mété était blessé, puis que Fleury a démontré des signes de jeunesse à un moment donné, puis que là, Fake Kulak avait pas le Kulak de l'année passée, Riley Foley pas capable de jouer, puis le Petrie a eu 2 semaines, ça a été vraiment plus difficile. Tu sais, je veux pas dire que c'est par défaut. En même temps, il faut regarder aussi les effectifs du Canadien. Alors, quand tu parles, par exemple, on va regarder ici Giordano, le dernier récipiendaire du Norris, tu regardes Giordano Brody, ben, tu sais, t'as Hanifin, t'as Monique, t'avais Valimaki l'année passée, Stone, Anderson. OK, là, tu dis, eux autres, c'est vraiment une paire solide. Alors, c'est pour ça que je te dis ça, que je veux pas m'emballer. Là, lancez-moi pas des tomates non plus. Là, je suis pas en train de leur enlever du crédit. Je suis en train de dire c'est comme ça qu'on s'est fié tellement sur la paire Sherrod-Weber parce que, quelque part, t'en avais pas d'autres. Fais-toi pas, il n'y a personne qui te lance de tomates. Que de l'amour pour toi. En cette période des fêtes. Non, exactement. Mais Damien, sur Facebook, venait juste de dire si on avait trois duos solides, est-ce que Weber et Sherrod conserveraient ce même niveau d'engagement? Puis est-ce que c'est pas justement à cause de l'instabilité des autres paires qu'ils prennent avantage de ça? T'as devancé un peu la question. C'est une super bonne question. Tu sais, moi, j'aimerais dire que oui, puis il serait mieux appuyé, puis il y a des soirs où, mettons que c'est plus difficile, il serait pas obligé de jouer 28 minutes, par exemple, mais tu sais, la question est hypothétique, là, on ne sait pas.
Moi, je retiens surtout que tu as été coaché par Rick Wamsley, un de mes idoles de jeunesse. Je tentais de copier Rick Wamsley. Moi, c'est mon éveil du hockey, le début des années 80, Marc. Rick Wamsley. Il a été mon entraîneur de gardien 6 ans là-bas à Columbus. Puis, c'est comme je te dis, c'était pas le côté technique, c'était le côté de l'accompagnement. Puis, il était très fort sur le power skating du gardien. C'est beaucoup d'exercices d'agilité puis de forme physique. Là. Les habitudes de travail, je les ai pendant l'après avec lui. Ben, je crois, tu parlais de patin, je pense, contrairement à bien des gens font comme erreur, je pense que ton gardien de but doit être un excellent patineur. Oui, exact. Puis je pense que je l'étais, mais tu sais, c'est pas juste des poussées, là. C'est pas juste de faire des poussées puis d'être ultra surspécialisé, d'être ultra spécifique, c'est aussi le cas de te déplacer sur la glace. Puis ton agilité va faire que tu vas être mieux positionné. On n'avait pas toutes les techniques d'arrêt qu'il y a aujourd'hui avec le VH, le reverse VH, puis les façons de couvrir les poteaux, puis c'est rendu très, très, très poussé techniquement. Les gars changent complètement de sujet. Il y a eu des questions sur Ryan Poehling. On va en parler un petit peu plus tard. Le Rocket a annoncé que Alex Belzile, pour ceux qui souhaitaient un rappel d'Alex Belzile éventuellement, là, mais il est blessé. Il a subi une intervention chirurgicale au muscle pectoral. Sa guérison, c'est une période de 6 mois. Donc, sa saison, 6 mois. Sa saison est terminée, Alex Belzile. Je voulais juste le glisser au passage parce qu'il y a des questions sur les rappels, Charles Hudon, tout ça. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour, évidemment, Belzile et pour le Rocket. Tu sais, quand beaucoup de... Il y a eu la levée de bouclier, là, quand Marc Bergevin s'est adressé aux médias lundi, là, surtout pour ceux qui n'étaient pas là et qui disaient qu'il n'avait rien dit. Là. C'est pas vrai parce que moi, j'étais sur place puis moi, je trouve qu'il nous en a donné du matériel là, quand on porte attention bien comme il faut. Là. Puis une des choses qu'il nous a dit, c'est qu'il a parlé des blessures, je veux pas qu'il commençait à faire mal aux Canadiens, mais qu'il faisait mal au Rocket aussi. Puis il sous-entendait qu'il y a peut-être des joueurs qui auraient été rappelés. Moi, je vous le dis, là, puis je suis pas mal sûr que si je mets ma main au feu, brûle pas, qu'Alex Belzile aurait fait partie de ces joueurs rappelés là, s'il n'avait pas été blessé, pour venir insuffler un peu d'énergie puis de dynamisme. Puis tu sais, tant mieux pour Riley Barber là, puis Ryan Poehling qui en profite, puis c'est bien correct, mais j'ai comme l'impression qu'Alex Belzile aurait fait partie de ces joueurs rappelés. Je suis d'accord avec toi. Je vais prendre la balle au bon sur Ryan Poehling parce qu'il y a un auditeur qui pose une question sur lui. Peut utiliser lors des 3 derniers matchs. Pourquoi Poehling n'est pas à Laval? Moi, j'ai aimé son dernier match. Je comprends que les gens aimeraient ça qu'il joue plus de minutes, mais je pense qu'il apprend quand même à jouer à 10 minutes de la façon qu'il le joue sur la route. Bien, ça va faire de lui un joueur plus complet. Il apprend à gagner ses duels à 1 contre 1, puis à sortir la rondelle le long de la rampe. Je vais rappeler aux gens aussi qu'à son rappel, au moment de son rappel, il jouait à l'aile à Laval. Il jouait pas au centre, il jouait à l'aile. C'était Jake Evans qui était son joueur de centre en compagnie de Riley Barber de l'autre côté, justement. C'est correct qu'il apprenne ce rôle-là aussi. On s'entend que personne ne voit Ryan Poehling comme étant à long terme une option pour le 4e trio, mais il faut qu'il apprenne la façon de jouer. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour l'instant, autant qu'on disait qu'à un moment donné, il fallait qu'il aille à Laval pour aller chercher l'expérience du temps de jeu puis du millage, autant que là, en ce moment, le Canadien en a besoin à gauche de son 4e trio. Ouais, puis pour rajouter, Marc, ce que tu dis, là, tu sais, Drouin, Byron, Kotkaniemi, Pekka blessé. Là, évidemment, Belzile. Vejdemo est déjà avec le Canadien, Barber aussi. Puis en bas, Belzile blessé, Varone blessé. Puis Hudon, s'il dispute un prochain match avec le Canadien, il doit être soumis au balotage. Tu sais, ça va bien, là? C'est ça la situation. Mais c'est pour ça que la profondeur des formations est testée au cours d'une année et que c'est important d'avoir des bonnes solutions de remplacement. C'est à raison de ce facteur-là que tu ne contrôles pas vraiment des blessures. Tu sais, Pekka est sur la touche aussi, là, tu sais, je le rappelle. Puis c'était pas un joueur régulier du Canadien, mais on dirait qu'il manque quand même là, en ce moment, pour toutes les raisons que tu viens de nommer dans le fond. Tellement. Puis tu as raison, Marc en avait parlé, tu sais, puis Charles Hudon, c'est certainement pourquoi il a été retourné à Laval avant qu'il joue son 10e, parce que là, tu peux plus te permettre de perdre de joueurs. OK. Également, sur nos pages, on te demande de nous parler de Carey Price, de la façon qu'il relance l'attaque. C'est Sébastien Buisson qui demande ça. Il dit, je pense que Luc t'a envoyé le message, à quel point on ne réalise pas qu'il améliore ou facilite la tâche de ses défenseurs. Un gardien de but numéro 1, là, ça fait partie prenante de l'identité de ton équipe. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de trouver une solution de remplacement. On en parlait de solution de remplacement. C'est pour ça que c'est difficile des fois de trouver un auxiliaire qui va faire le travail parce que il n'y en a pas des auxiliaires qui vont jouer la rondelle autant que le fait Carey Price. Puis là, je vais, comme on fait toujours attention, mais je vais quand même
sortir des statistiques parce que j'ai fait des recherches là, après que tu m'aies contacté là, avant de m'en venir ici. Puis Price est premier dans toute la Ligue nationale pour les rondelles libres récupérées dans son territoire. Premier de toute la Ligue nationale. C'est pas une opinion, là, ça c'est un fait. Il est seulement 3e pour le taux de revirement, alors que c'est lui qui joue le plus souvent de rondelles. Puis, au niveau des passes tentées, il est premier. Il tente plus que 20 passes par match. Son taux de réussite, là, il est tout près de 90. Il est à 89,7. Ça, c'est le 3e plus haut total. Fait que lui, il essaie pas juste les passes faciles. Alors, c'est sûr que une équipe doit s'ajuster quand ils vont des rejets dans le territoire du Canadien pour que Price ait de la difficulté ou ne soit pas en mesure de contrôler cette rondelle parce que c'est sûr que ça facilite les sorties de territoire, la relance, puis le travail des défenseurs. C'est un autre. Tu sais, ta fin de phrase, là, c'est important. Les équipes, là, essayent d'y rendre ça difficile. Et malgré tout, il fesse pour 90. Tu comprends-tu? C'est pas comme on retourne le puck pour n'importe qui, puis lui, il joue à 85. Ouais. Carey Price, on essaie d'y envoyer en rim à peu près un pied au-dessus de la bande pour pas qu'il soit capable de l'arrêter. Oui, mais tu remarqueras, il y a des équipes qui l'oublient, puis souvent, tôt dans la rencontre, il y a quelques sorties de zone faciles. Mais des fois, il est peut-être trop tard. Je comprends que les équipes vont s'ajuster, mais il est trop tard dans la mesure où Price a déjà donné le ton, puis il a amorcé 2-3 sorties de zone, puis l'autre équipe n'a pas été capable d'installer son échec avant, puis là, tu cours après ta queue. C'est quand tu manges un match en retard. Mais c'est sûr que ça doit faire partie du plan de match des équipes quand tu as un gardien de but qui est aussi habile, qui est aussi actif que Carey Price ne l'est à contrôler la rondelle. Il faut que tu sois en mesure de rejeter la rondelle, soit, comme tu dis, un pied au-dessus de la rampe très fort, dans le coin opposé, ou encore laisser la rondelle mourir dans l'espace où les gardiens n'ont pas le droit d'aller la manœuvrer, c'est-à-dire dans les deux coins. Exactement. OK. Marc, ma dernière question va être sur les Flames et Rittich, mais avant, je vais te parler du fameux RVH que tu as parlé. Là. Ouais, j'ai vu un de tes tweets ou tes commentaires à quelque part, je ne sais pas si c'était à la radio, là, mais en tout cas, vas-y. De plus en plus, puis c'est sans surprise, les équipes doivent faire du vidéo sur les gardiens de but pour contrer cette technique-là qui est très opaque, proche sur l'angle fermé du gardien de but. Et de plus en plus, on ramène le one-timer devant le filet et immédiatement, ça s'en va au côté large, au côté où le gardien de but a déjà l'épaule en bas souvent parce que le paddle est down, le bâton est à terre. Et mettons le but, je pense c'est le premier but, non, ça c'était Godet, c'est peut-être le match présent contre Détroit. Carey est en RVH, puis son bâton est carrément devant lui et non pas sur le côté. Tu sais, puis un bâton qui est sur le côté avec un gars qui est derrière le filet, c'est pas une lame de bâton d'1,5 pied qui est devant lui, c'est une lame de 4 pieds. Fait que là, elle passe complètement dans son bleu, elle passe devant lui. Le RVH à outrance, c'est aussi bon qu'un gardien de but qui ne va pas en papillon. Je suis d'accord avec le RVH, mais il va falloir que si les équipes s'ajustent sur la position du gardien de but, il va falloir que les gardiens de but fassent des ajustements et pas le surutiliser et de s'exposer. Oui, c'est pour ça que on fait ça une petite historique rapide. Là. Le VH, là, le fameux VH, là, c'est la fameuse technique d'avoir un genou au sol et l'autre jambière à la verticale. Le VH, c'est pour vertical et horizontal. Donc, une jambière à l'horizontale, une jambière à la verticale. La jambière à la verticale, ce qui était très important, c'est qu'elle fasse face au tireur ou à la menace. Le problème avec ça, c'est que les gardiens qui ne s'ajustaient pas donnaient beaucoup de buts sur le côté éloigné ou n'étaient pas en mesure de pousser parce que leur jambe arrière, la jambe horizontale, était dans le fond du filet, par exemple. Alors, on s'est ajusté avec un reverse VH, c'est le RVH, c'est ça, c'est le reverse VH. Et là, il n'y a plus vraiment, on va se le dire, il n'y a plus vraiment de jambière à la verticale. Tu sais, la jambière est pas mal plus à la diagonale. Oui. Et là, les gardiens se sont ajustés parce qu'il y avait des ouvertures le long des poteaux. Là, ils collent le poteau plus, mais là, ils ont de la misère à pousser. Fait que, tu sais, c'est une évolution constante. Ce dont tu parles, c'est ce que j'aimais, moi, de la position traditionnelle d'avoir la jambe à la verticale près du poteau, c'est que tu pouvais toujours pousser vers la menace, soit du côté rapproché, du côté éloigné, dans le haut de l'enclave, peu importe, tu pouvais tout le temps pousser parce que ton poids était réparti. En fait, il n'était pas réparti, il était, alors, on disait loadé, là, tu étais entièrement sur ta jambe de pousser qui était le long du poteau. Exact. Alors, c'est ça dont on parle. Moi, je suis ambivalent. Le problème qui arrive, c'est quand tu utilises cette technique-là pour faire un arrêt d'un tir d'un endroit plus menaçant, exemple de l'enclave, c'est là où tu te retrouves dans le trouble. Il faut que tu sois en mesure de sortir. Tu ne veux pas te menotter dans cette position-là, que ce soit le VH ou le reverse VH. Tu ne veux pas être menotté. Tu veux être capable d'en sortir pour aller, par exemple, soit en bloc dans un jeu rapproché ou en papillon pour un jeu éloigné. Là, je ne veux pas être trop technique, là, mais je sais que toi, Martin, tu me suis, puis je pense que nos auditeurs sont assez férus. On en parle assez souvent des gardiens qui vont comprendre ce que je veux dire. Exactement. Puis je pense qu'il y a encore place pour le gardien de but qui est debout, appuyé contre son poteau avec le bâton au gars qui est derrière le filet.
Pour couper le plus de jeux possible, tu comprends-tu? On veut les éteindre avant qu'ils soient en chance de marquer A+, devant le filet avec un one-timer. Tu sais. Mais Price est quand même très bon contre Vancouver. Je l'ai trouvé très actif avec son bâton pour couper les passes à travers son demi-cercle. Il est quand même très bon. C'est rare que la menace va passer directement là, dans le cas de Price. Mais le but que je te parle à Détroit, tu t'en souviens? Ouais. Puis... Oh oui. OK, parfait. C'est pas, je pense pas que tu peux le blâmer là-dessus, mais je comprends d'où vient ton interrogation. Mais c'est surtout... Martin, c'est surtout parce qu'il y en a à tous les soirs dans la Ligue nationale de hockey des buts puis qu'on se pose la question quand un gardien est en RVH. OK, j'adore ça. Puis tu sais, c'est encore une évolution dans la position. C'est juste ça que c'est. Oui, mais il faut que ça continue d'évoluer aussi. Absolument. Puis c'est ça que le travail des entraîneurs de gardiens. Tu sais, je fais souvent la face là, parce que le monde, oui, moi j'ai été gardien, puis j'ai été entraîneur de gardien un an dans le junior, tout, mais je suis même plus capable aujourd'hui. Ben, ça va trop vite. Ah oui, non. C'est... On aurait des devoirs à faire, mon Marc. Oui, exact. Moi, plus que toi encore. OK, Calgary, c'est un bon club. Écoute, je regardais la formation. Beau Bennett revient. Puis, tu sais, on va l'installer sur une 4e ligne. J'ai parlé avec Martin. Beau Bennett, c'est Sam Bennett. Excuse-moi. C'est qui Beau? L'ancien des Pingouins de Pittsburgh. Exact. C'est beau lapsus. Il y avait du succès contre les Canadiens, je pense, en plus, Beau Bennett. André Savard m'avait dit c'est le meilleur de jouer quelqu'un dans une cabine téléphonique. La seule affaire, c'est qu'il n'est pas capable de patiner pour sortir de la cabine. Ah. Ouais. Et il n'y a pas de cabine téléphonique non plus sur la glace. Non, c'est ça. Fait que vas-y, Martin, là, je commence à regarder le match d'équipe Canada aussi. Là. Contre la Suisse. On va présenter sur nos ondes, ça. Absolument. Avec Michel Lacroix, le salue. Normand également qui est à l'analyse. Puis Bruno est là également. Donc, on salue notre équipe. J'ai parlé avec Martin Gina. Il dit ça va mieux depuis qu'on a partagé nos forces. Donc, Gaudreau, en guillemets, sur une 3e ligne. Monahan sur une 2 et Lindholm sur une première avec Tkachuk. C'est la force des Flames qui vont présenter un firepower sur les 3 premières lignes. Comment le Canadien peut s'ajuster à ça? Comment le Canadien va s'ajuster à ça? Moi, je pense pas qu'il y a trop d'ajustements à faire. Le Canadien connaît du succès quand il resserre le jeu en zone neutre. On en a parlé abondamment. Je n'ai parlé hier à Hockey 360. J'en ai parlé pendant le match contre Vancouver. C'est ce qui fait leur succès à l'étranger. Et oui, c'est une bonne équipe. Puis c'est une équipe qui a un meilleur groupe de défenseurs que les Canadiens de Vancouver, par exemple. Mais c'est une équipe qui vient de perdre ses 2 matchs, qui joue beaucoup en séquence. Ils ont été 9 matchs à récolter au moins un point au classement, 8 victoires dans ces 9 matchs-là. Là, en fin de semaine, un but en 2 matchs seulement marqué, ils en ont perdu 2, puis avant ça, ils ont eu des difficultés aussi là, dans la tourmente de Bill Peters. Fait que, moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ajustements à faire autre que de resserrer le jeu en zone neutre, t'assurer que tu es prêt à amorcer le match. Le Canadien doit poursuivre, doit confirmer son début de voyage, puis il doit le faire immédiatement. J'aime beaucoup Redditch. Par exemple, ça va prendre un gardien but numéro 2 qui peut lui donner repos de temps en temps. Je pense pas que c'est le type de gardien but au physique qu'il a que tu peux utiliser, surutiliser. Ça devrait être lui, je pense, Redditch dans le filet ce soir. C'est un bon gardien. Je pense qu'on l'avait un peu découvert, nous autres, quand Calgary était venu jouer à Montréal. Il avait été spectaculaire. Je me semble que j'ai un souvenir de ça. Oui, puis il y a des gens qui m'avaient dit à ce moment-là que c'était peut-être le meilleur gardien à l'extérieur de la Ligue nationale de hockey. Puis il y avait eu un de ses premiers départs, ses tout premiers départs en carrière au Centre Bell. Exact. Je l'aime, il est très compétitif. C'est un bon patineur aussi. Riddick, puis il profite de l'occasion d'être un gardien de but numéro 1. Il l'avait fait l'année passée également. Oui, c'est lui qui va jouer. Il va jouer avec ses pattes brunes. En plus, tu vas aimer ça, des pattes vintage, parce que les Flames jouent ce soir avec leur chandail blanc de 1989. Cool. Oh, Max s'appelle la dernière confrontation entre ces 2 équipes en finale de la Coupe Stanley. Ah, c'est exactement. Cool. C'est pas Makarov qui a gagné le Calder à 108 ans avec ce chandail-là. En tout cas, souvenir. Il a plus de 35 ans. Oui, c'est ça. All right, Marc, on te regarde ce soir, 20h. Pas de changement dans la formation du Canadien à la suite d'une victoire? Je ne pensais pas. Non? Je pensais pas. Est-ce qu'on va voir Vejdemo à un moment donné? Il n'était pas sur la glacière, mais je ne crois pas qu'on va voir Foley ou Vejdemo qui devrait être laissé de côté. Okay. Et Price devrait être devant le filet encore. Et puis Dano, il joue-tu pour un gars qui n'a pas l'air à 100%? Il joue très bien. Honnêtement, il exécute chacun des petits détails. Ouais. OK. Je te regarde ce soir, Marc. C'est beau, bye. Bye. Ben oui, effectivement, le match hors concours, championnat mondial de hockey junior est présenté à RDS là, en même temps que nous. Ouais, match hors concours contre la Suisse, oui, exactement. Puis là, inquiétez-vous pas, on n'est pas en guerre. Marc et moi, on va souhaiter bonne année, joyeux Noël le 6. Pas le 6, le 23. Parce que oui, le 6, ça va être du rattrapage. Le 23, parce que ce sera la dernière de On jase avant les fêtes. Puis Canadien joue le soir même contre les Jets de Winnipeg. Puis on va parler à Marc en direct de Winnipeg. Effectivement. Là, je pense qu'on a des problèmes avec notre communication Skype pour aller rejoindre Guy. Fait qu'on va l'appeler au téléphone, je pense. C'est ça? Hey, il est-tu averti? Il va-tu
répondre? Moi, tu veux que je l'avertisse? Je sais pas. Ben, je sais pas, moi. Tu veux que je l'avertisse? Ben, je vais peut-être laisser Alex lui téléphoner, mais si jamais il répond pas, ben regarde, Skype, on a de la difficulté à établir la communication. OK. Je vais lire des commentaires en attendant. Ça, c'est fait. Good. On est toujours sur Facebook et sur rds.ca. Les gens de Facebook, préparez-vous à faire le transfert vers rds.ca parce que Guy s'en vient pour la deuxième partie de l'émission et vous pourrez évidemment poser vos questions. Il y en a déjà quelques-unes. Claude posait une question tantôt parce qu'on parlait d'effectifs, puis de blessés, et de rappels et tout ça. Et sa question est assez simple. Qu'apporte Riley Barber aux Canadiens? J'adore ça. C'est droit au but. Mais la réponse est un peu dans ce que tu viens de dire. Oui. C'est droit au but. Il lance de la droite. OK. Il lance de la droite. C'est ça que Riley Barber amène présentement. Ah non, écoute, c'est pas concluant. Puis si le Canadien est en santé, Riley Barber ne serait pas là. Je sais qu'il y a eu une pénalité au dernier match. Ouais. Sur le dernier match? Oui. Mais normalement, il te fait pas mal. Tu comprends-tu? Tu as besoin de... C'est un vétéran sur une 4e ligne. Puis quelqu'un qui a une autre solution? Puis comme Marc expliquait plus tôt, c'est possiblement Alex Belzile qui aurait dû être appelé pour jouer au sein du 4e trio, parce que c'est un joueur d'énergie un petit peu plus que Riley Barber, qui est un marqueur naturel, qui a marqué 31 buts l'année passée. Même si Belzile est capable de produire offensivement, là, je pense que c'est pas le même type de joueur du tout. Non, Belzile, moi je me trompe, je pense qu'il pourrait jouer ça sans désavantage numérique. Là. Ah, absolument. Oh, ouais. Il amènerait quelque chose, quelque chose à la table. On l'a eu en entrevue au début de la saison, puis il avait été retranché, il avait connu un bon entraînement, Belzile. C'est cette année qu'on l'a eu? Oui, avec ton chalet du Rocket. Là. Tu lis, s'il te plaît, des commentaires, je t'en reviens. Oui, tu t'en vas te moucher? OK. Oui, mais je vais en aller. Tu vois, c'est Pace sur rds.ca qui dit le chandail blanc. Tu t'arranges avec Guy, là, ou en même temps, ou pas du tout? OK. Il dit, moi, le chandail blanc des Flames de 89, ça me rappelle Lanny McDonald et sa gigantesque moustache. Moi aussi, j'ai des souvenirs de ça. Par rapport à plein de sujets, dont Charrot et Weber, Willow Desrochers dit Charrot et Weber, c'est le meilleur paire de duo de défenseurs chez les Canadiens cette année. Effectivement, on voulait trouver un partenaire à Weber pour le compléter, mais peut-être que Charrot est la solution. Plein d'autres commentaires. Marky qui dit Dano est plus proche de Selke que Weber du Norris. Fait que. T'es-tu là? Ouais, non. Ah, il n'est pas là. T'es là, mais physiquement? Ouais. OK. Fait que je sais pas, tu pourras réagir quand tu pourras. T'es là, OK. Allô? Ouais, je suis là. OK. Non, Dano, c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est qu'on donne ces trophées-là à des gars. En fait, il y a trop de candidats peut-être devant Philippe, même s'il était dans les top 10 l'année passée. Là. Non, il joue. On n'enlèvera jamais rien à Philippe Dano, mais présentement, on va donner ça à. Bergeron, on va donner ça à. Barkov. Kopitar, peut-être moins là, cette année. Ouais. Quoique les Kings vont pas bien de toute façon. C'est ça. Taze, même chose. Question de gardien de but d'Alexandre. Les Blackhawks sont derniers dans la conférence, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de variations. Hein. On va faire une entrevue demain avec le directeur général du Wild du Minnesota, Bill Guérin. Oui, soyez là. Mais il y a beaucoup de variations parce que tu te souviens, là, le Wild était venu à Montréal puis ça allait pas vraiment bien. C'est un 6, je pense. Comment dire, un 6, puis on pensait même, c'est Jason Zucker qui est sorti dans les médias, on pensait même que Bruce Boudreau serait congédié le lendemain. Finalement, ils ont commencé à gagner. Bref, mais je te pose une question de gardien de but d'Alexandre Bernier. Il dit pourquoi les gardiens vont tout de suite à genoux quand le joueur est proche de la ligne des buts et sur le point de faire un wrap-around. Oui, bien, c'est comme on en parlait tantôt, là, c'est le fameux RVH, là, la position renversée. Là, c'est la jambière contre le poteau maintenant à l'horizontale et on pousse contre ce dit poteau-là pour se rendre de l'autre côté. Moi, dans l'angle fermé, j'ai pas peur, entre guillemets, au 5-hole. Tu comprends-tu? Là, eux, ils s'en vont fermer cet endroit-là. Là. Le 5-hole, c'est le trou entre les jambes. Ouais. Fait que là, le gars s'en vient à courte distance. Fait que son jeu à lui, parce que tout est fermé, ça va être là entre les jambes. Fait que si tu en vas en RVH, ce trou-là est fermé. Puis là, tu vois les gars qui montent l'épaule pour tenir sur le poteau pour faire une ligne droite avec le poteau. Ouais. Puis là, si le gars part, ils partent de l'autre bord. Moi, je suis encore de la vieille école que je crois encore que tu peux, dans un lancer entre les jambes, tu peux réagir. Et j'aime mieux que tu sois sur tes patins pour le déplacement dans le filet. Mais ça, c'est moi. À ce temps, on monte au gardien de but à faire toute la patinoire en déplacement à genoux.
Après ça, on se demande pourquoi, qu'à 24 ans, on a besoin de se faire remplacer. Oui, c'est ça. C'est très dur sur le corps. Exactement. On va mettre fin au Facebook Live maintenant. Guy Boucher s'en vient de l'autre côté sur rds.ca. Donc, merci aux gens de Facebook, mais faites-le. C'est super intéressant. Oui, venez nous rejoindre avec Guy de l'autre côté. Ça va être la première fois qu'on va le faire au téléphone. Fait qu'on va voir. Ouais. Ben, je suis sûr qu'il va être excellent quand même. S'il se met à gesticuler avec son téléphone, on n'entendra plus. Non, on n'entendra plus du tout. Guy Boucher, salut! Salut, ça va? Ça va faire quoi, là, quand tu vas être le temps de gesticuler? Je sais pas, là. Regarde, je suis devant mon Skype, puis je me vois, là. On s'en regarde, puis... Ah ouais? Ben, si jamais ça marche pendant l'entrevue, on fera le switch. Non, c'est de votre bord, ça a l'air que ça fonctionne pas, fait que c'est correct. Guy, c'est notre bord. Arrête donc, là. Je t'ai vu à 3,60 hier, là. T'as forcé fort pour... Ça, par exemple, oui, hier, mais ça, c'était pas évident. Mais c'est ça. All right. Écoute, le Canadien qui va jouer ce soir contre les Flames de Calgary. Moi, j'aime beaucoup l'opportunité des Canadiens à remporter le premier match à Vancouver. C'est un mythe, ça, que c'est important de gagner le premier ou c'est juste bon pour les fans? Écoute, ça, c'est la phrase. C'est tout le temps, il faut absolument gagner à soir. Le premier match, la première période, la première minute. Hey, à la fin de la game, là, quand la game est finie, il faut que tu ailles gagner. Que ce soit la première, la deuxième, regarde, peu importe la minute que tu en gagnes un, c'est positif. Par contre, si tu restes là-dessus, ben là, tu vas avoir un mauvais voyage. Si tu commences bien puis t'en perds 4 en ligne après, le contraire est aussi vrai. Tu commences pas bien puis t'en gagnes 4 en ligne après, ben. C'est rendu qu'à ce temps, je pose des questions puis je fais je vais recevoir vite. C'est parce que c'est comment je peux bien dire ça? C'est des citations de taverne tout le temps qu'on entend, tu sais, il faut avoir ça, la première période est importante. La réalité, c'est, garde, moi, ça arrive extrêmement souvent que les équipes, ils n'étaient pas nécessairement leur meilleur en première période, dans les 10 premières minutes, puis tu gagnes après, puis tu perds une série. Tu sais, nous autres, on perdait la série 3-1 contre Pittsburgh quand j'étais à Tampa. Puis on a gagné la série. Tu sais, en bout de ligne, peu importe quand tu gagnes, il faut que tu colles X nombre de games pour finir l'année, puis c'est la même chose, il faut que tu colles X nombre de minutes dans un match pour... tu sais, moi, j'ai une belle philosophie avec Crosby, tu sais, qui a beaucoup travaillé sur son mental. Puis justement, lui, tu sais, c'est un gars bien émotionnel. Puis à un moment donné, j'ai entendu dire, j'avais vu ça à la télévision, j'ai pas discuté ça avec lui, là, mais à la télévision que justement, tu sais, t'apprends pour être fort mentalement à penser que tu as 60 minutes pour faire une différence. Fait que quand tu as une mauvaise 10 minutes ou tu as une mauvaise période, que ça comme équipe ou comme joueur, c'est là que tu vois si tu es fort mentalement ou non, parce que tu es capable de soit rebondir du mauvais ou le contraire. C'est extraordinaire pour commencer. Puis là, évidemment, tu viens dans une petite zone de confort parce que ça va super bien. Puis là, tout d'un coup, tu perds le match parce que ça dégringole par après. Tu sais, c'est la capacité à être capable de se mettre dans un état d'esprit dans le moment, puis de vivre dans le moment, c'est la grande capacité des athlètes de premier plan. Fait que c'est pour ça que quand tu es rendu en deuxième période, la première est finie, tu vas dans le moment, puis c'est la même chose, tu perds par 3 buts, mais il reste 7 minutes, c'est encore possible. Ça donne rien de s'écraser par rapport à ce qui s'est passé avant. En tout cas, statistiquement parlant, là, les Flames de Calgary sont 31e pour les buts marqués en première période. Okay. Alors que le Canadien est 9e. 34 buts marqués par le Canadien en première période, puis les Flames seulement 19. Hey, si on suit les stats, on mène après la première déjà. C'est ça. C'est qui, je sais pas, là, j'ai pas regardé, quelle des deux équipes qui a le plus de points? De points au classement général? Ouais. C'est un peu, je vais trouver ça. Non, mais donc. Mon Luc? Vas-y, tu veux sortir des stats? Vas-y. Oui. Pour le bénéfice de nos auditeurs. Là. Oui, regarde, Luc, c'est un travailleur, ce Luc-là. Écoute, je vais arriver au classement, là, ce sera pas long. Là. Faites du temps. Tu vas peut-être en avoir un qui va te l'écrire. Oui, exactement. Je ne sais pas, c'est la page qui ne rafraîchit pas. Le Canadien a 38 points en 34 matchs, et les Flames ont 40 points en 36 matchs. Ils ont plus de points en moins de matchs. Bon, gabin ça. Puis, qu'est-ce que tu as dit? Qu'il n'y avait pas il n'était pas aussi bon que le Canadien pour le début, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit statistiquement. Ouais. C'est ça. Non, c'est juste pour démontrer que ça, c'est pas des. Ça va arriver des fois que ça veut dire quelque chose, puis d'autres fois, ça veut absolument rien dire. Tu vas avoir d'autres équipes qui sont extraordinaires en troisième période. Fait que, tu sais, sauf que s'ils perdent leur match en première, ils ont bien beau être extraordinaires en troisième période. Tu sais,
Ça, là, pour moi, là, regarde, est-ce que tu es capable de gérer les situations? Les équipes qui sont matures, les équipes qui sont responsables, les équipes qui ont compris, mais c'est sûr qu'il y a une certaine constance, mais justement, la constance, c'est pas par rapport au fait qu'ils sont toujours bons. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est parce qu'ils sont capables, quand ça va bien et quand ça va moins bien, ils sont capables de rester, ce on dit en anglais, even keel. Ça veut dire que tu restes sur un état d'esprit qui est, sans dire neutre, qui est pas trop haut puis pas trop bas, pour justement être capable de gérer quand c'est trop bas puis quand c'est trop haut. Donc ça, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire. Puis pour les Québécois, on a bien de la misère avec ça. Ouais, je sais. On aime ça. On a bien de la misère avec ça. Tu sais, même, gars, je vais te donner un exemple. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire du hockey, j'ai fait Hockey Canada 9 fois. Je me rappelle les premières fois, là, Saint-Ange, je me suis fait dire que avec Hockey Canada, là, faut pas trop tu t'énerves. Puis je me suis aperçu que c'était pas juste Hockey Canada. C'est partout ailleurs en Amérique du Nord, sauf au Québec. Fait que on est bien particulier. Nous autres, on aime ça, le monde en arrière du banc qui sont émotifs. On aime ça, le monde qui montre de l'émotion, puis des gestes, puis des hauts, puis des bas, puis ça. Alors que n'importe où en Amérique du Nord, c'est complètement le contraire. Tu es en train de dire qu'au Québec, on est bipolaire? Ouais, ben, non, mais on est différents. Tu le sais bien, on aime ça être différent. On va être différent dans tout. Et on a le droit de tourner à droite, mais ça a pris combien d'années avant que nous autres, on ait le droit de tourner à droite? Puis encore là, t'as pas le droit de tourner à droite à Montréal, t'as pas le droit à toutes les lumières, tu sais. Faut être différent. C'est des règlements, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu vis ailleurs, tu t'aperçois finalement qu'à ta minute, là, c'est juste ici, là, que c'est comme ça. Ah ouais, non, c'est ça. All right. Parce que les gens ailleurs qu'au Québec, en général, dans le sport, ils veulent voir du monde en contrôle. Les joueurs veulent voir quelqu'un en contrôle comme entraîneur. Les dirigeants veulent voir quelqu'un en contrôle. Fait que quelqu'un qui montre de l'émotion sur une base régulière, ben, ça passe pas bien. Fait que ça, c'est juste une particularité. OK. Parle-moi du voyage dans l'Ouest. Tu as coaché à Ottawa. Tu n'aimes pas, mais à Ottawa. Quand le voyage des 3-4 matchs arrive, là, Calgary, Edmonton, Vancouver, Winnipeg, c'est quoi tu te dis comme coach? Il faut gérer le sommeil, il faut partir plus tôt. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu n'as pas essayé? Tu l'as subi, tu as essayé de l'attaquer puis à dire on va faire les choses différentes pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a avec l'Ouest? Bien, première des choses, il faut comprendre une réalité. C'est un fait qu'il y a un décalage horaire. Fait que t'as beau te dire qu'il n'y a pas d'effet, ben c'est pas vrai, il y a un effet. Il y a un effet sur des gens normaux. Puis évidemment, étant donné que le sport, ça dépend toujours de quelques millimètres, puis une petite différence de 2, 3, puis 5 %, c'est gigantesque à ce niveau-là. Ben, c'est sûr que ça a un impact. Oui, tu es obligé d'essayer de gérer ça. Par contre, il y a des moments donnés que tu peux pas nécessairement le gérer. Tu veux partir le plus tôt possible. T'sais, les équipes vont partir 2 jours avant quand ils le peuvent, mais c'est peu souvent que tu as le loisir d'avoir 2 jours avant. T'sais. Mais quand tu es capable de le faire, c'est parce que chaque heure de décalage, tu as besoin d'une journée pour récupérer de ça. Fait que si tu t'en vas en Europe et tu as 6 heures, disons, tu t'en es en Suisse, en France ou en Allemagne, ben, tu sais, avec Équipe Canada, tu sais que tu vas avoir de la misère à être à ton meilleur, ça va te prendre presque 6 jours, puis à l'inverse, c'est presque pire. Mais là, tu t'en vas dans l'Ouest, fait que si tu as 2 heures, parce que t'es, je sais pas moi, Manitoba, ou tu as l'Alberta, ou que je pense c'est 3 heures à Vancouver, ben là, c'est 3 jours normalement. Fait qu'au moins, si tu donnes 2 jours d'avance pour que ton corps s'habitue, c'est une chose, ça t'aide parce que là, à place de tout de suite avoir de la difficulté le premier jour, ben c'est moins pire. Puis là, tu es déjà à ta 3e, ta 4e journée récupéré de ton décalage. Mais si tu t'en vas à Calgary, ben là, tu as un autre problème. Parce que là, c'est pas juste le décalage, c'est l'altitude. Fait que tu sais, t'as différents endroits. Puis là, tu sais, est-ce que tu commences ton voyage dans l'Ouest proche, tu t'en vas-tu à Winnipeg en premier, ou tu t'en vas directement à Vancouver comme le Canadien vient de faire? C'est pas la même chose. T'sais, si tu te donnes des journées de honte pour gérer ça, ben tu géreras pas ça de la même façon. Alors, ce que je veux dire, c'est que si tu t'en vas dans complètement en Colombie-Britannique en partant, ben, c'est sûr que tu veux partir le plus de nombre de jours en avance, ça c'est certain. Tu veux probablement prévoir un entraînement le plus vite possible parce que ça l'aide justement le corps là, à se préparer pour le décalage. Je sais qu'avec Hockey Canada, nous autres, si on passait la nuit debout, parce que si tu t'en vas en Europe, ben, tu vas partir le soir, c'est 5, 6, 7 heures. Ça veut dire que tu passes la nuit debout, puis là, tu arrives le lendemain dans le milieu de la journée. Fait
là, normalement, toi, tu vas aller te coucher parce que tu as passé la nuit debout. Mais si tu fais ça, c'est vraiment pas bon. Là, tu vas en avoir encore plus longtemps avant de te mettre aux bonnes heures. Fait que là, on allait directement à la patinoire. On était scrap, là, pour utiliser les termes québécois, là. T'as fini, là. Puis là, je pouvais pas croire qu'on s'en allait à l'aréna, mais c'est vrai, après l'avoir fait plusieurs fois, que l'expérience nous dictait qu'on c'était mieux de faire ça, parce qu'après ça, on était épuisé complètement. Le corps était obligé de dormir pendant plus longtemps. Puis là, ça nous donnait une chance de se mettre sur les heures normales pour là-bas. OK. Mais à Vancouver, exemple, là, les Canadiens, je pense que tu es obligé de donner une journée de congé à tes joueurs. Normalement, les Canadiens, c'est le dimanche, mais là, ils sont partis le dimanche. Comment ça marche? Faut-tu que tu négocies avec tes gars? Tu leur promets-tu une autre journée de congé ailleurs? Comment ça marche? Non, mais c'est parce que tes journées de congé sont étalées sur le mois complet. OK. Fait que là, ça dépend de ce que tu as fait, de ce que tu as décidé avant, de ce que tu as vécu précédemment dans le mois, et aussi de ce que tu vas vivre après. Fait que c'est ça, tu planifies ça avant que l'année commence, parce qu'évidemment, c'est une question de logistique. Là. Il faut que tu parles de, OK, on va voyager telle journée, on va avoir un team building telle journée, on va avoir une pratique à telle heure. C'est tout ça, là, c'est planifié au début de l'année. Hein. C'est une énorme planification, mais c'est toujours sujet à changer parce qu'évidemment, tu as des blessures, tu as des gars fatigués, finalement, ton équipe est bien plus fatiguée que tu pensais à telle période, tu avais prévu un team building, puis finalement, regarde, des gars, ça ne tente pas pantoute, ils sont brûlés. Tu sais, t'as ton plan de départ général, puis après ça, t'ajustes ton plan à mesure que tu avances. Mais ça dépend, ça prend une journée de congé par semaine, finalement. Fait que là, il faut que tu prévois tes journées de congé. Fait que des fois, tu peux même prévoir 2 jours en ligne. Bang! Fait que là, tu sais que t'es pas obligé d'en avoir pendant une autre 2 semaines. Tu sais. Fait que c'est pas nécessairement chaque semaine. T'essayes, parce que c'est mieux, tu répartis ton repos, mais il y a des fois que les gars vont décider, regarde, on a mieux avoir un team building là, puis parce qu'on sait disons qu'on va avoir besoin d'une pratique le lendemain du team building, sans parler du type de team building, là, évidemment, parce que le team building organisé par l'équipe, puis après ça, tu as des team building organisés par les joueurs. Ouais. Fait que là, c'est pas nécessairement les mêmes genres de team building. Là, tu sais, des fois, par l'équipe, je sais pas moi, l'équipe a décidé, OK, on paye le golf à tout le monde aujourd'hui. Mettons, t'es en Arizona, t'es là 3 jours en avance, ça, c'est les meilleurs moments, ça, parce que t'es loin, les gars sont ensemble, il fait beau, tu t'assures au moins que t'as une chance d'avoir une belle journée. Fait que là, en Floride, c'est la même chose. Tu sais, les places où les équipes aiment ça, avoir le plus de journées de libre, évidemment, puis essayer de prévoir les voyages en conséquence, c'est ces endroits-là. Là. En Floride, en Arizona, Vancouver aussi, des fois, c'est les gars aiment ça. Fait que tu as des endroits que c'est le contraire. Des endroits, je ne vais pas nommer de nom, là, mais... Winnipeg. Tu rentres, puis tu sors, t'es bien content. Il n'y a rien, c'est froid. Il y a des bons restaurants partout, mais il y en a des meilleurs que d'autres dans certaines villes. Fait que c'est sûr que tu gères ça comme ça, mais les team building, évidemment, tu en as 2 sortes. Soit organisé par les joueurs, soit organisé par l'équipe. Puis même si organisé par l'équipe, ça ne veut pas dire que les coachs sont là, mais des fois, oui, des fois, c'est tout le staff. Des fois, tu calls... à Noël, habituellement, tu as un regroupement de tout le monde, surtout si tu es sur la route. Là. Mais regarde, on a fait toutes les sortes, pas juste à Noël. Là. Regarde, on a fait des rallyes. Moi, j'aimais bien ça. Là, on a fait beaucoup parce que ils nous donnaient le budget pour ça. Ça, c'était une autre chose. Ça dépend de ton équipe. T'as des équipes qui vont donner un paquet de budget pour ces affaires-là, puis t'en as d'autres qui ne donneront pas de scène. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est des réalités. Certaines équipes sont pas les mêmes que les autres. Fait que, ça t'aime pas, nous autres, c'était super. C'était oui, qu'est-ce qu'on a besoin, on le fait. Fait que, écoute, on a des rallyes d'équipe, là, t'as des joueurs en groupe, puis là, il y avait des affaires à accomplir en ville, des photos à prendre, puis en bout de ligne, les gars avaient des vidéos à faire, des petits films de leur escapade, puis on mettait tout ça ensemble, puis Dan Lacroix, il faisait ça, il était super pour ça, là, Dan était extraordinaire pour tout mettre ces choses-là en place. Fait que là, après ça se faisait un souper d'équipe un soir où est-ce qu'on montrait les vidéos, le bus ça riait, puis on avait bien du fun. On a déjà fait ça à la radio aussi, une affaire de 11 photos à prendre avec 11 thèmes différents, puis on était en équipe de 2, puis... c'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, dans tes 11, tu sais, les 11 travaux d'Astérix, là, les 12 travaux d'Astérix, là, c'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, t'as toutes sortes de niaiseries qui arrivent, puis tu parles à du monde, tu rencontres du monde bizarre des fois. Fait que, tu sais, t'as toutes sortes de
d'histoire après ça pour un, raconter, puis deux, après ça, à voir sur toutes les vidéos maintenant, les téléphones. Fait que, tu sais, honnêtement, la Tampa, ça avait été extraordinaire pour ça. C'était un environnement exceptionnel pour ça. C'est drôle de parler de ça parce qu'à Pittsburgh, ils ont tenu une pratique dehors pour faire du team building. C'est quelque chose que tu as fait? C'est quoi ta meilleure shot de team building? Qu'est-ce que tu penses de ça, jouer de pratiquer dehors? Ouais, écoute, on en a fait tellement la meilleure, je ne saurais pas te le dire. Là. Mais tu sais, nous autres, avant un match... Pratiquer dehors, ouais. T'aimes pas, ça devait être dur. Oui, celle-là, oui, on l'a pas faite. On a déjà pratiqué dehors, on l'a fait à Ottawa, là, on a déjà fait ça, là, mais on a fait aussi du football dehors. Moi, je l'ai fait dans la Ligue américaine beaucoup. Là. Nous autres, même dans le junior, moi j'aimais ça la minute qu'on avait plus que 2h30 à faire pour se délier les jambes. Il fallait arrêter. Puis là, on passait une demi-heure 45 minutes. On prévoyait ça dans notre horaire. Là, puis là, on avait un genre de les gars avaient drafté des équipes. On regardait les mêmes équipes toute l'année. On jouait une petite game de football. Pas de plaquage, là, mais touch football. Puis on regardait le score. Puis les games gagnés, perdus à mesure que l'année. Puis là, à un moment donné, il y avait période d'échange. Puis là, on a fait toutes sortes de jeux comme ça qui permettaient aux gars de se créer des relations. Puis quand on a gagné le championnat à Drummondville, on a fait, là, ça n'a pas de bon sens, le nombre de team building. On en faisait à chaque voyage. C'est aussi simple que ça. Puis on essayait d'amener quelque chose de nouveau à chaque voyage. Fait que, quand l'année est finie, on n'a pas juste gagné. Les joueurs nous avaient tous dit que c'était la plus belle année de hockey de leur vie, là, pas juste sur la glace, mais hors glace. Parce que ça fait partie de ça. Ce que tu crées hors glace va se répercuter sur la glace. Fait que, tu sais, avant, nous autres, on avait des activations avant les matchs, avant tous les matchs. Les gars, il n'y avait pas le choix d'aller dehors. Fait que même quand il y avait une tempête, il y avait de la neige. Au début, ça vous se pétait, puis après ça, c'était le contraire. Il y avait assez hâte de se retrouver dans un environnement, finalement, qui arrive jamais, tu sais. Là, tu t'aperçois que quand tu forces les gars à être ensemble, ben, tu forces le rire, tu forces les relations, puis ce qui fait que, après ça, tu es en mesure de voir ça sur la glace. Et les gars veulent jouer un pour l'autre. Contre quelle équipe dans l'Ouest a eu le plus de succès? Contre quelle équipe dans l'Ouest tu gagnais jamais? Et tabarouette. Ben, avec Tampa, on gagnait tout le temps contre Edmonton. Non, excuse-moi, avec Ottawa. Avec Ottawa, on gagnait tout le temps contre Edmonton. Calgary, j'ai toujours trouvé ça tough là-bas, à cause d'altitude. Là, les gars, ils disaient toujours qu'il y avait de la misère. Parce qu'avec l'altitude, pour les gens qui ne savent pas, c'est parce que t'as pas autant d'oxygène. Fait que les gars, c'est top Fait que quand tu joues ton premier match là, à Calgary, là, ça c'est l'enfer. J'ai jamais eu bien de succès. J'ai eu du succès dans la Ligue américaine, à Winnipeg, mais dans la Ligue nationale, là, pas riche. Pas riche. C'est drôle en plus, hein, parce qu'à Vancouver, tu étais au niveau de la mer quasiment. Puis là, après ça, tu s'en vas à Calgary, ça doit faire un coup drastique. Ouais, non, à Vancouver, sais-tu quoi? À Vancouver, autant, je pense, avec Tampa qu'avec Ottawa. Mais là, j'ai pas les statistiques devant moi. Là, autant avec un qu'avec l'autre, je suis dans la tête que j'ai des bons souvenirs là-bas. Presque à chaque fois, on dirait. Là, je sais pas comment ça se fait, là, mais ça, c'est une belle place. Ça, c'est tellement beau, Vancouver. Là, regarde, tu sors dehors, puis d'un bord, t'as la mer, puis de l'autre côté, t'as les montagnes. Là, regarde, c'est dur à battre. Là. Je suis resté 1 an et demi à Vancouver, puis Whistler. Je peux te dire que j'aurais fait ma vie là-bas. Oui, honnêtement, oui. Le skieur en moi, écoute, puis pour les gens qui ne savent pas, le 3 heures, il y a 3 heures d'écart. Oui, c'est parce que là, je faisais ma journée de ski. Puis quand j'arrivais chez nous, pendant que je faisais du spa à 4 heures, le Canadien jouait. Ah oui, mais ça, là, honnêtement, là, tous les gens de l'Ouest là, parlent toujours de ça, comment c'est extraordinaire que, justement, très tôt dans la journée, tu vois les matchs. Oui. Tu vois les matchs de la Ligue nationale, fait que t'as pas besoin d'attendre le soir tard, puis c'est le contraire de nous. C'est pour ça que il y a beaucoup de partisans de hockey dans l'Est. Puis, on dit souvent que les joueurs de l'Ouest sont moins en vue, sont moins visibles, mais c'est à cause de ça. C'est parce que les matchs sont tard. Fait que les gens, ils restent pas debout là, jusqu'à 1h du matin pour... Quoique, quand j'étais jeune, c'était pas pareil. Là. Mon père, c'était un maniaque de Wayne Gretzky. Fait que, écoute, quand la minute ma mère a se couché, il venait me réveiller. Ah ouais, hein? même quand j'avais de l'école le lendemain. Fait que ça, c'est quand même dans mes beaux souvenirs. C'était 1h du matin. Moi, je me rappelle d'avoir vu Gretzky avoir son 50e en 40... c'était quoi? C'était 45? 38 oui, c'est vrai, c'est ça. 38, ben c'est ça. Puis écoute, mon père était debout sur le divan. Là, ma mère s'était réveillée ce fois-là. Là.
Mais ça, c'est... Ah non, quand tu vas à Whistler, là, c'est très festif de regarder le hockey. On se fait un souper à tous les soirs. La première période, tu regardes assis, tout le monde a un apéritif, puis après ça, ça soupe, c'est festif. Puis quand le match finit, tu peux aller... ta soirée commence. Tu peux regarder le match des Canucks, mais tu peux aller aussi commencer ta soirée puis aller fêter dehors. Fait que quand tu restes là-bas, non seulement c'est beau, mais si t'es fan du Canadien, c'est le fun. Parce que les games commencent à 4h, 4h30. OK, parle-moi donc maintenant. Puis je veux pas que tu me parles de Kucherov en tant que tel, là, mais Kucherov est blessé, pas 100%. Cooper l'a laissé. Mais il a joué au dernier match qu'il a marqué, non? Oui, mais fin de troisième, prolongation, il n'a pas touché à la glace, il est resté au bout du banc. Cooper a dit je fais ce qu'il faut pour gagner. À quel point c'est. Puis, tu sais, je ne veux pas que tu me parles de Kucherov, mais à quel point. Il a-tu dit ça parce qu'il était blessé ou il a dit ça parce qu'il a décidé de l'asseoir parce qu'il ne joue pas bien? C'est pas la même chose. Les spéculations vont bon train. Mon Guy, on ne pourra pas le savoir. Mais la question qui se pose, c'est. Tu sais, mettons, tu vas faire ça à. Je ne sais pas, Mathieu Joseph qui a été retourné, tu vas faire ça à un gars de quatrième trio, ça a l'impact X. Mais quand tu décides de le faire à ton gars qui vient de faire, tu sais, ton meilleur joueur, toi, dans le temps, c'était Saint-Louis, c'était le Cavalier. Quand tu es rendu à le faire, que ce soit santé ou pas, il faut que tu sois sûr de ta shot. Tu comprends-tu? Tu peux pas te tromper comme tu vas te tromper avec un rookie. Non, mais tu sais, tu viens de dire santé ou pas, c'est parce qu'il y a une énorme différence. Là. Si c'est un point de vue santé, il n'y en a pas de problème. Il y a zéro problème. Si le gars il est pas en santé et tu le protèges, garde, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Le gars, même s'il tente de jouer, il comprend ça. S'il est assis parce que tu n'es pas content de sa performance, garde, c'est pas compliqué. La vérité, tu sais, c'est pas vrai que tu peux traiter tous les joueurs de la même façon. Là. Si tu penses comme ça, c'est parce que t'es dans les années 60 encore. Là. Si tu fais ça, t'es mort. Ça prendra pas trop de temps. Là. Au bout d'un mois, regarde, t'es fini. T'es nouveau coach, puis un mois et demi. Tu vas le faire, mais il faut que tu fasses bien attention. Un, c'est qui le gars? Puis pourquoi? Tu veux pas asseoir personne. L'idéal, c'est que tu n'aies pas besoin d'asseoir personne. Parce que, je veux dire, tout le monde est content, tout le monde performe, tu as une belle ambiance dans ton groupe. Bon. Mais ça arrive rarement que tu peux faire ça. Évidemment, les gars de quatrième ligne s'attendent de jouer moins. Les gars de première ligne s'attendent de jouer plus. Par contre, tous les entraîneurs vont voir qu'est-ce qui se passe dans un match. Puis dans le match, c'est là que tu vas voir, comme l'autre jour, Chabot qui joue 37 minutes. C'est Carlson, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Martin Saint-Louis, il a déjà joué comme un 28 minutes dans une game. Tu vois avec le moment, avec les besoins du moment. Puis des fois, le besoin du moment, c'est que ton meilleur joueur, il est pourri, ça va mal, il dérange les autres, ça fait 10-15 fois que tu le réprimandes d'une façon ou d'une autre façon, tu le fais venir dans ton bureau. Tu sais, quand tu es rendu là, souvent, c'est parce que, regarde, là, ça fait plusieurs fois. Sauf que tu es là pour gagner, puis tu es là pour prendre des décisions difficiles. Tu sais, moi, je me rappelle de la fin du monde, quand Piquet Souban, il s'était assis pendant 5 minutes contre Philadelphie, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années. Là. Bon. Puis là, c'était la fin du monde, là. Tu sais, les partisans, les médias, mon Dieu, blablabla. Ben oui, mais est-ce que les gens savaient pourquoi ils s'étaient assis 5 minutes? Moi, je le savais pourquoi. Je peux te dire qu'il aurait probablement été assis plus que 5 minutes, je peux te dire ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre. Il y a des raisons hors glace, il y a des raisons dans la chambre, il y a des raisons. Ben non, on ne rentrera pas là-dedans. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes raisons qui font que un gars va être assis. Fait que tu peux pas dire, il est en maudit après son joueur. OK, il est pas patient avec, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Tu sais, c'est pas. Il y a tout un historique. Max et Marc, sur notre page, confirment ce que j'avais entendu. J'avais entendu une erreur importante. Il a été benché pour 2-3 erreurs, coûtant des buts au Lightning, et il a été benché pour toute la troisième période et la prolongation. Oui, puis John Cooper, après le match, a dit qu'il devait de prendre des décisions pour les meilleurs intérêts de l'équipe. C'est ce qu'il a mentionné. Mais il a quand même parlé de dire qu'il n'était pas 100%. Il a parlé de sa blessure. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit. Là. Ouais. Ben écoute, l'affaire, là, c'est que tous les joueurs ne sont pas traités égaux, sauf pour certaines choses. Okay? Puis ça, là, moi, je vais le dire au début de chaque saison. Tes meilleurs joueurs, ils vont jouer plus. C'est clair. Okay? Sauf que il y a 3 choses qui font en sorte que tu ne peux pas
les traiter différemment. Tes vedettes, là, sont traitées différemment parce qu'ils ont plus de pression, ils ont plus de liberté par rapport à certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs joueurs, parce qu'ils vont produire plus, parce qu'ils ont plus d'impact, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens vont dire c'est parce qu'ils sont payés plus cher, c'est pas ça. C'est leur impact, OK? Sauf que l'attitude, l'éthique de travail, puis la discipline. Si tu agis différemment avec tes meilleurs joueurs sur ces trois affaires-là, ben là, tu es dans le trouble. Parce que là, tu perds ta chance. Ça, les gens ne comprennent pas ça. On devrait laisser un gars qui est pourri défensivement parce qu'il fait un paquet de points. Ah, mais c'est parce que t'assois d'autres mondes pour ces raisons-là. T'assois des joueurs parce qu'ils manquent d'éthique de travail. T'assois des joueurs parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude, parce qu'ils sont selfish. T'assois des joueurs parce qu'ils n'ont pas la discipline de suivre ce qu'il faut faire pour ton système, soit offensif ou défensif. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était le breakout, puis il m'a donné un exemple, Piqué Souban, il fait n'importe quoi. Il part à gauche quand il se pose à la droite. Ben là, tout le monde est mêlé. Là. Fait que là, c'est le breakout Piqué Souban. Ben oui. Et là, tu te demandes pourquoi après ça, ton équipe est pourrie en avantage numérique. Ben, c'est parce que les gens ne sont pas sur la même page. Fait que là, soit que lui, il se range, puis là, tu l'avertis une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis tu vidéo, puis ici. Ben là, à un moment donné, là, regarde, ça continue. C'est quoi ton recours? T'as pas le choix. Faut que tu l'assoies. Fait que, la grande majorité du temps, je ne vais pas parler de Kuchera, mais pour les autres, c'est une suite d'événements, une suite d'interventions qui vont faire que ton meilleur joueur, tu n'as pas le choix, tu es rendu là. Tu sais, c'est rare que c'est instantané d'une journée. Tu vas peut-être utiliser d'autres plus, mais sans asseoir nécessairement un gars pendant 5, 10, 15 minutes une période. Tu sais, moi, gars, mettons, je vais prendre mon meilleur joueur, mettons, je sais pas, Stone, il n'était pas à son meilleur, ben, regarde, il jouait 16 minutes à la place dans le 21. Je la choyais pas nécessairement. C'est juste j'en utilisais d'autres gars plus. Quand t'es rendu à asseoir quelqu'un, là, dans tes meilleurs joueurs, habituellement, c'est parce que... Mais là, eux autres, je peux pas parler, là. Je suis pas là sur le banc. Y a-tu une engueulade? Y a-tu des avertissements? Ça, là, je sais pas, là. Ah non, on sait pas. Puis comme je disais tout à l'heure, tu sais, Kucherov, il était game time. C'est ça que Cooper dit. Il était game time decision avant la game, là. Il savait pas si... Martin, excuse-moi de te couper, mais c'est parce que si tu... T'as deux choses, là. Toi, t'es en charge d'un bateau, là. Oui. Tu peux pas laisser ton bateau couler pour sauver un gars. C'est ça l'affaire. C'est que lui, mettons, ton meilleur joueur, whatever, mettons, moi, Carlson, OK, il aime pas telle affaire, il aime pas telle affaire. Ouais, mais si ça a rapport à l'attitude, si ça a rapport à l'éthique de travail, puis si ça a rapport à la discipline, puis ton gars, il en manque un des trois, il en manque deux des trois, il en manque trois des trois, si tu continues, puis je l'ai fait, là, j'ai fait cette erreur-là pour différentes raisons, si tu continues à faire jouer ton gars, s'il n'y a pas ces choses-là, t'es fini comme coach. Parce que là, tu perds les autres joueurs. Tu perds toute ta chambre. Fait que les gens qui pensent que les meilleurs joueurs ont toutes les passes droits, ben ils comprennent pas comment ça fonctionne, ce business-là. Là. Tu ne peux pas. Faut que tu aies des règlements par rapport à ça, puis tu as des conséquences par rapport à ça. Fait que si ton meilleur joueur il arrive en retard, puis tu le réprimandes pas, tu es dans le gros trouble. Si ton meilleur joueur il a une mauvaise attitude dans la chambre, puis tu le réprimandes pas, tu es dans le gros trouble. Parce que là, tu perds le respect. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont échangés que personne ne comprend. Comment ça se fait qu'ils ont échangé tel joueur? C'est un super bon joueur, on l'aime, tu sais, sans nommer des noms, là. Et nous autres, on sait toutes les informations. C'est pour ça. Quand un gars fait 2, puis 3, puis 4 équipes, puis c'est un super de bon joueur, ben dis-toi que c'est fort probablement pas sur la glace qu'il y a un problème. C'est hors glace, puis les gens n'en parleront jamais. Pourquoi? Mais ça va avoir certainement rapport à l'attitude, l'éthique de travail et la discipline. Un des trois, ou deux des trois, ou les trois. Parce que c'est là-dessus que tu réprimandes tout le monde. Fait que ça, là, okay. C'est ce qu'on appelle je sais pas comment le dire en français, là, c'est un non négociable. Non négociable. C'est non négociable. Puis la minute que tu négocies ça, dans le sens que tu n'es pas égal avec tout le monde par rapport à ces trois choses-là, ben t'es fini. Puis gars, je veux te le dire, j'ai été coupable de ça dans un endroit ou un autre, sans nommer de nom, puis je l'ai vu tout de suite, puis des fois, c'est parce que t'es pogné aussi. Tu sais, ton gérant, lui, te demande de faire jouer un gars parce que il faut qu'il l'échange, ou toi, tu veux qu'il l'échange. Ouais, mais si tu l'assois, il perd de la valeur. Tu comprends-tu? Sauf que si tu l'assois pas, tu perds le respect des joueurs. Je comprends. Mais là, c'est moi, par exemple, là, qu'il faut qu'il soit discipliné, là, parce que sinon, moi aussi, ils vont me faire mettre dehors. Puis il faut que tu sois discipliné, toi, avec, parce qu'il faut que je t'arrête, parce qu'il faut que je prenne la dernière minute qui nous reste pour te dire Joyeux Noël. Santé. Un gros merci pour la demi-saison que tu viens de nous donner.
Prends soin de toi, repose-toi bien, puis je suis convaincu que tous nos auditeurs te souhaitent la même chose, puis qu'ils sont bien contents de savoir que tu es à Ongeaz, puis que tu vas revenir l'an prochain. Bon, ben merci. C'est pareil pour moi aussi. J'ai beaucoup de plaisir, puis moi, mon plaisir est toujours par rapport avec qui je suis, avec qui je travaille, puis évidemment, les gens, d'être capables de pouvoir être en relation avec eux autres, avec leurs questions, puis leur comeback. Ben moi, j'ai jamais eu ça. Là, fait que je m'aperçois que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est à cause de tout le monde. Alors merci à tout le monde. Puis joyeuse fête et on se voit bientôt. Joyeux Noël, mon chum. Il y a un auditeur qui dit qu'il fait moins 31 sur le boulevard de la Gap aujourd'hui. on va terminer là-dessus. Parfait. All right, mon chum. Je te rappelle cette semaine. Salut, Guy. C'est bon, OK. Bye. Salut. On va se laisser là-dessus. On est un petit peu pressé par le temps aujourd'hui, mais je veux saluer JC qui est à Calgary, qui va voir le match ce soir. Il y a Marky aussi qui est dans la vallée de l'Okanagan. Donc, merci pour vos commentaires tout au long de l'émission. Vous avez été nombreux à réagir. Voilà. On va se laisser là-dessus parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, mais... Soyez là demain. Demain, Éric Bélanger va revenir sur le match du Canadien et Bill Guérin sera avec nous demain, directeur gérant du Wild du Minnesota. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde. Vous vous reconnaissez. Un gros merci, puis on se rejase demain.